quand j'étais adolescent, mon père m'a mis à la porte à cause d'un mensonge. Un mensonge inventé par ma belle-mère, Claire. Et maintenant, il veut ma maison pour ma sœur. Mais ce que j'ai révélé les a laissés sans voix. Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans et je travaille aujourd'hui comme promoteur immobilier. Mais toute cette histoire a commencé quand j'avais 15 ans. Ma mère biologique est morte d'un cancer quand j'avais 4 ans. Quand j'ai eu 7 ans, mon père, qui avait alors 42 ans, s'est remarié avec Claire. Elle avait 35 ans. Elle avait l'air gentille au début, elle faisait tous ses efforts exagérés pour jouer les belles-mères parfaites. Mais tout a changé après la naissance de ma demi-sœur, Élodie. Mon père a toujours été extrêmement dur avec moi, strict à l'excès. Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Je me rappelle encore avoir eu 16/20 à un contrôle de chimie très difficile, et au lieu d'être content, il m'a juste dit « Pourquoi pas 20 ?» J'ai été sélectionné dans l'équipe de basket, et il a répondu « Pourquoi tu n'es pas titulaire ?» C'était comme ça tout le temps. Mais avec Élodie, c'était complètement différent. Elle pouvait rater un contrôle, et il disait simplement « Ce n'est pas grave, ma chérie, tu as fait de ton mieux. » Claire faisait en sorte qu'Élodie soit traitée comme une princesse, pendant que moi, j'étais celui qui gâchait tout. Avec le recul, je suis presque sûr que je souffrais d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais ça n'a jamais été diagnostiqué. Je ne tenais pas en place en classe, j'avais du mal à me concentrer. Mais au lieu de chercher à comprendre, mon père hurlait sur moi. Sa phrase préférée, c'était « Pourquoi tu ne peux pas être normal, comme ta sœur ?» Et Claire hochait la tête à côté de lui, comme si j'étais un problème à corriger. Mon père travaillait des heures interminables dans son entreprise de BTP, donc il n'était presque jamais à la maison. Et c'est là que Claire montrait son vrai visage. Parfois, elle oubliait de préparer assez de nourriture pour le dîner, alors je devais me faire un sandwich. Ou elle lavait exprès mes vêtements de travers pour qu'ils rétrécissent ou soient fichus. C'était des petits trucs que je ne pouvais pas vraiment prouver. Si j'en parlais à mon père, il disait que j'inventais encore des histoires. Parce que Claire lui avait bien fait croire que j'étais un fauteur de troubles. Le pire, c'était les jeux mentaux. Elle déplaçait mes affaires, puis disait à mon père que j'étais désordonné. Quelque chose se cassait, et c'était toujours ma faute. Et mon père croyait tout ce qu'elle disait. Pourquoi mentirait-elle, n'est-ce pas? Elle le tenait complètement sous sa coupe. Puis il y a eu ce jour où tout a basculé. Je rentrais de l'école, en passant par mon raccourci habituel, le parc Monceau. Et là, j'ai vu Claire avec un homme près du vieux kiosque. Au début, je pensais que c'était juste un ami ou un collègue. Mais ensuite, je les ai vus s'embrasser. Et ce n'était pas juste un petit bisou. Je pense que Claire m'a vu m'enfuir, mais je n'en suis pas sûr. J'ai reconnu l'homme. Il s'appelait Julien, je crois. Il venait parfois chez nous pour ces réunions caritatives que Claire organisait. Un type super musclé, toujours en costume de luxe, on aurait dit qu'il vivait à la salle de sport. Je ne savais pas quoi faire. Dire la vérité à mon père? Impossible. Il ne m'aurait jamais cru. Claire avait passé des années à lui faire croire que j'étais juste un gamin à problème. Et puis Élodie avait 8 ans à l'époque, et mon père en était fou. Il aurait sûrement pensé que j'étais jaloux ou que je cherchais à créer des problèmes. Alors j'ai gardé ça pour moi. J'ai essayé d'oublier. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Comme les cheveux d'Élodie, d'un brun roux bizarre que personne d'autre dans la famille n'avait. Mon père ne remarquait rien, il était toujours ailleurs. Une nuit, je me suis levé pour boire un verre d'eau, et j'ai entendu Claire au téléphone. J'allais entrer dans la cuisine, mais dès que j'ai entendu sa voix, je me suis arrêté. Elle chuchotait, mais j'en ai entendu assez pour me glacer le sang. Elle disait, « Tu ne comprends pas, Julien, il commence à se douter de quelque chose. » Je ne savais pas de qui elle parlait, au début. Puis elle a dit, « Il croit qu'elle est à lui. » Mais nous, on connaît la vérité. L'air a semblé disparaître de la pièce. Je savais exactement de qui elle parlait. Élodie. Mon père n'était pas son père. C'était Julien. J'ai dû faire un bruit, car Claire s'est soudainement arrêtée de parler. Puis elle a crié d'un ton mielleux, « Mon chéri ? Tu ne devrais pas être debout à cette heure-là. » Je me suis précipité dans ma chambre avant qu'elle ne me voie. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Je n'avais pas de preuves, mais je savais. Je connaissais la vérité. Et je savais que Claire ferait tout pour m'empêcher de la dire à mon père. Elle a dû comprendre que je savais quelque chose, car elle a commencé à me surveiller comme un faucon. Surtout quand j'étais près d'Élodie.
Je ne pouvais même pas passer devant sa chambre sans que Claire surgisse pour me demander ce que je faisais. Elle a commencé à dire à mon père que j'agissais bizarrement avec Élodie. Maintenant je comprends, elle préparait quelque chose. Elle voulait que mon père se méfie de moi. Je me souviens d'une fois, j'aidais simplement Élodie avec ses tables de multiplication. Des trucs de base. Claire est entrée et l'a pratiquement arrachée, en disant qu'elle allait l'aider à ma place. Ensuite, elle a dit à mon père que je devenais trop proche d'Élodie. La manière dont elle l'a dit, j'en ai encore la nausée rien qu'en y pensant. C'est comme ça que ça s'est passé pendant environ 2 semaines. Claire observait chacun de mes gestes, elle murmurait des choses à mon père quand elle pensait que je n'entendais pas. Mon père me regardait de plus en plus bizarrement pendant les repas. J'ai essayé de rester dehors autant que possible, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Claire a dit à mon père que je prenais sûrement de la drogue. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne ne s'est soucié du fait que mes notes s'effondraient à cause du stress. Mon père ne faisait que se mettre en colère, de plus en plus. Environ 2 semaines après avoir vu Claire avec Julien au parc, je suis rentré de l'école comme d'habitude. Mais quelque chose clochait dès que j'ai franchi la porte. 2 voitures de police étaient garées devant la maison. Et j'ai entendu Claire pleurer avant même d'entrer. Ce genre de faux pleurs que les gens font pour attirer l'attention. Je suis entré, et Claire était sur le canapé, les yeux en larmes, avec 2 policiers assis en face d'elle. Mon père était dans un coin, le visage fermé, comme s'il allait exploser. Élodie n'était nulle part. Tout le monde s'est tu et m'a regardé quand je suis entré. L'un des policiers s'est levé et m'a demandé s'il pouvait me parler. Ils m'ont emmené dans la cuisine pendant que l'autre restait avec Claire et mon père. C'est là qu'ils m'ont dit que Claire et Élodie leur avaient raconté que je l'avais touchée de manière inappropriée. Je n'ai même pas pu comprendre ce qu'ils disaient au début. Mon cerveau s'est comme déconnecté. Je répétais sans cesse, « Quoi ? Non, ce n'est pas vrai. » Mais ils posaient des questions horribles. « Où l'as-tu touchée ? Combien de fois l'as-tu menacée pour qu'elle se taise ?» J'avais envie de vomir. J'entendais Claire dans la pièce d'un accent grave côté, encore en train de faire semblant de pleurer, en disant « J'aurais dû voir les signes. » Papa ne disait rien. Il restait là, les poings serrés. Les policiers m'ont demandé si je voulais faire une déclaration. Je leur ai dit que Claire mentait. Qu'elle voulait se débarrasser de moi parce que je l'avais vu tromper papa. Grosse erreur. Ils ne m'ont pas cru. Papa est devenu fou en m'entendant dire ça. Il s'est mis à hurler, disant que j'essayais de détruire son mariage parce que j'étais jaloux d'Élodie. Il m'a traité de tous les noms possibles. Il a dit que j'étais malade dans ma tête, que j'avais besoin d'aide. Les policiers n'ont trouvé aucune preuve, évidemment, puisque rien ne s'était passé. En plus, j'avais seulement 15 ans. Mais le mal était fait. Papa m'a lancé un sac poubelle et m'a dit que j'avais 10 minutes pour faire mes affaires et dégager. Il a ajouté que si je m'approchais encore une fois d'Élodie, il me tuerait lui-même. J'ai essayé une dernière fois de lui parler de Claire et Julien. Mais il m'a attrapé par le col et m'a poussé vers les escaliers. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Claire était là, avec un petit sourire en coin que moi seul pouvais voir. J'ai attrapé quelques vêtements, les ai fourrés dans mon sac de cours. J'ai voulu prendre ma Game Boy, mais papa a dit que tout dans la maison lui appartenait, puisqu'il payait tout. Pendant que j'étais en haut, j'entendais Claire en bas. Elle devait s'assurer que papa restait en colère. Quand je suis redescendu, Élodie était là. Elle avait l'air perdue, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Claire la tenait dans ses bras, comme pour la protéger de moi. C'est ça qui me fait le plus mal. Le regard d'Élodie. Elle n'était qu'une enfant. Claire a utilisé sa propre fille pour se débarrasser de moi. Papa m'a dit de lui rendre ma clé. Il a ajouté que je n'étais plus son fils. Claire a pris une expression faussement triste et a dit, « Peut-être qu'un jour, tu recevras l'aide dont tu as besoin. » J'avais envie de hurler qu'elle mentait. Qu'elle, c'était elle qui avait besoin d'aide. Mais à quoi bon ? Ils ne m'auraient jamais cru. Ils m'ont regardé partir, sûrement pour s'assurer que je quittais vraiment la maison. Je me suis retourné une fois. Papa tenait Élodie dans ses bras. Et Claire était encore là, en train de faire semblant de pleurer. La dernière chose que j'ai entendue, c'est papa dire à Élodie qu'elle était en sécurité maintenant. J'ai erré pendant des heures cette nuit-là. J'avais environ 40 € dans mon portefeuille et aucune idée de ce que je devais faire. Je ne pouvais aller chez aucun de mes amis. Claire avait déjà raconté à tous les parents que j'étais une sorte de prédateur. Elle avait tout planifié à la perfection. J'ai trouvé un bâtiment abandonné où quelques sans-abri passaient la nuit. Ils m'ont laissé rester là ce soir-là.
Et c'est là que j'ai vécu pendant les mois suivants. Impossible de retourner à l'école. Évidemment, pas de vrai travail non plus, puisque j'avais encore 15 ans. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, juste pour manger. Le pire, c'est que Claire avait raconté sa version à toute la ville. Je ne pouvais aller nulle part sans que les gens me dévisagent. J'ai perdu tous mes amis. Même les profs qui m'aimaient bien ne m'adressaient plus la parole. Toute ma vie avait disparu. C'est pour ça que j'ai dû quitter la ville. J'ai fini par passer environ 6 mois dans ce bâtiment abandonné. C'était un vieil entrepôt près des voies ferrées. Il y avait 5 ou 6 autres gars qui y vivaient aussi. La plupart étaient des gens bien, juste malchanceux. Un homme plus âgé, Tom, m'a un peu pris sous son aile. Il vivait dans la rue depuis des années, après avoir perdu sa femme et son travail. Il m'a appris des trucs comme où trouver à manger, quels endroits laissaient utiliser leurs toilettes, comment se réchauffer l'hiver. Des bases de survie que je n'aurais jamais pensé devoir connaître. Je continuais d'espérer que papa ouvrirait enfin les yeux, qu'il découvrirait la vérité et viendrait me chercher. Mais il ne l'a jamais fait. Il s'en fichait. J'ai tenté de chercher du travail, mais personne ne voulait m'embaucher. Claire avait bien fait passer son histoire partout. Même le McDo m'a refusé. J'étais devenu ce gars dont on parle à voix basse au supermarché. Les parents attrapaient leurs enfants par la main en me voyant. J'ai dû faire des choses douteuses pour m'en sortir. Rien de violent, mais je n'en suis pas fier. Tom me disait souvent que je devais partir, recommencer ailleurs. Mais j'avais peur. J'étais juste un gamin. Je ne savais pas où aller. Et puis un soir, des policiers sont arrivés à l'entrepôt. Quelqu'un nous avait dénoncés pour intrusion. Ils nous ont donné 10 minutes pour déguerpir. Cette nuit-là, j'ai perdu presque toutes mes affaires. Ce qu'il me restait. Tom et moi avons marché jusqu'à la ville voisine. On a marché toute la nuit. On a fini dans un dîner au bord de l'autoroute. Je comptais mes sous, il me restait 27 €. Tom m'a dit qu'il avait un cousin à Paris qui pourrait peut-être m'aider. Apparemment, ce cousin gérait des restaurants et lui devait un service. Paris était à plus de 300 km, mais je n'avais pas d'autre choix. Tom m'a donné l'adresse de son cousin et les 40 derniers euros qu'il avait. Il m'a dit de partir pendant que je le pouvais encore. Il a ajouté qu'il était trop vieux pour recommencer, mais que moi, j'avais encore une chance. Je ne l'ai jamais revu. Parfois, je me demande ce qu'il est devenu. J'ai pris un car pour Paris. J'ai dormi les premiers jours dans la gare. Puis j'ai trouvé le cousin de Tom. Il s'appelait David. Rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Un gars très soigné, bien habillé. Il gérait 3 restaurants différents. Il m'a donné un boulot comme plongeur dans un resto italien chic. Les premiers mois ont été très durs. Je dormais dans la réserve du restaurant. David me laissait y rester la nuit. J'ai économisé chaque centime. Finalement, j'ai réussi à louer une petite chambre dans un quartier pourri. Mais au moins, elle était à moi. J'ai commencé à tout apprendre sur la restauration. Je suis passé de la plonge à la préparation, puis au poste de commis. Le chef a remarqué que j'étais bon en calcul, alors il m'a appris à gérer les coûts, les stocks, ce genre de choses. Dans ce restaurant, il y avait une cliente régulière, Amy. Elle venait souvent avec sa mère, 2 fois par semaine. Toujours à ma table quand je suis devenu serveur. Elle faisait des études de commerce ou quelque chose comme ça. On discutait dès que le service n'était pas trop chargé. C'était la première personne depuis des années qui ne me regardait pas comme si j'étais un déchet. Je me souviens exactement de ce qu'elle m'a dit ce premier soir. « Qu'est-ce qui est bon ici ?» Elle m'a demandé ça en me regardant vraiment, au lieu de lire le menu. « La carbonara est excellente. C'est Marco qui fait la sauce maison. » J'ai répondu, sûrement l'air d'un idiot. Elle a souri, « Tu sais vraiment qui prépare les plats. » Elle a ajouté, « Partout où je vais, les serveurs se contentent de réciter les plats du jour et disparaissent. » On a fini par parler pendant une dizaine de minutes de cuisine. Sa mère était là, assise, souriante. Plus tard, je l'ai entendu dire, « Amy, laisse ce pauvre serveur tranquille, il a d'autres tables. » Amy a regardé autour du restaurant vide et a ri, « Oui maman, il est clairement débordé. » Elles ont commencé à venir plus souvent, toujours en demandant à être dans ma section. Amy étudiait la gestion à la fac du coin. Parfois, elle apportait ses devoirs. Un soir, elle galérait avec de la comptabilité. « Ça n'a aucun sens », a-t-elle grogné en fixant son livre. « Comment une entreprise peut perdre de l'argent mais montrer un bénéfice ?» « Comptabilité créative », j'ai dit en lui remplissant son verre.
Il déplace les chiffres pour rassurer les investisseurs. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Comment tu sais ça? La vérité, c'est que je lisais des livres sur le business à la bibliothèque. Je voulais comprendre comment fonctionnent les restaurants. Peut-être en ouvrir un jour. Je lui ai dit ça, et elle a sauté de joie. C'est génial. La plupart des gens de notre âge s'en fichent. Et, tu veux m'aider avec ce problème? Et la seconde d'après, j'étais assis à sa table pendant ma pause, à l'aider avec ses devoirs. Sa mère nous observait avec ce sourire complice. Ça a duré des mois. Ami venait, on parlait de gestion, d'entreprise. Et moi, j'essayais de ne pas tomber amoureux. J'ai lamentablement échoué sur ce point. Elle était tellement brillante, mais ne m'a jamais fait sentir idiot. Une fois, elle m'a dit, je comprends pas pourquoi tu bosses ici. Tu comprends super bien le business. J'ai murmuré, un peu gêné, tout le monde ne peut pas se payer la fac. Elle a répondu, t'as pas besoin de diplôme pour réussir. Mon père n'est jamais allé à la fac, et maintenant il possède 3 entreprises. Il dit que l'expérience compte plus que les diplômes. Cette conversation m'est restée en tête. J'ai commencé à me dire que je pouvais faire plus que simplement bosser dans la restauration. J'ai fini par passer mon équivalent du bac en étudiant à la bibliothèque pendant mes jours de repos. Ami m'a aidé pour les maths. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Et moi, je n'ai jamais osé lui dire. J'avais trop peur qu'elle s'éloigne si elle savait. Pendant environ 5 ans, ma vie, c'était, me lever, travailler, étudier, dormir. Pas de rencard, pas d'amis. Juste survivre et essayer de m'améliorer. Je pensais tout le temps à Élodie. J'espérais que Claire ne la détruisait pas comme elle l'avait fait avec moi. Un soir, Ami est arrivé au restaurant, tout excité. Devine quoi? Mon père cherche quelqu'un pour l'aider à gérer son nouveau projet immobilier. Un poste débutant, mais avec plein d'opportunités. Tu devrais postuler. Je suis resté figé. Ami, j'ai même pas fini le lycée. Mais tu as ton équivalence, non? C'est tout ce qui compte. Allez, essaie. Qu'est-ce que tu risques? Ce que je risquais? Qu'elle découvre la vérité. Mon passé. Les mensonges de Claire. Tout. Mais Ami insistait. S'il te plaît. Pour moi. Mon père me fait confiance, et moi je crois en toi. Je sais que tu serais génial dans ce boulot. Alors j'ai postulé. J'ai dû emprunter un costume à David. Il m'allait bizarrement, mais ça passait. L'entretien m'a terrifié. Le père d'Ami m'a fixé pendant 1 minute entière avant de parler. Ami dit que tu t'y connais en affaires. Prouve-le. J'ai réussi à parler des tendances dans l'immobilier, de ce que j'avais lu. J'ai même proposé quelques idées pour son nouveau projet. À la fin, il a juste hoché la tête et dit, tu commences lundi. Quand j'ai annoncé à Ami que j'avais le poste, elle m'a pris dans ses bras. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me serrait comme ça. J'ai failli pleurer là, dans le restaurant. Tu vois, elle m'a dit, je t'avais dit que tu pouvais le faire. Ce travail a tout changé. Son père est devenu le père que j'aurais aimé avoir. Il m'écoutait vraiment. Il m'a tout appris sur le développement immobilier. En moins d'1 an, je gérais mes propres projets. Et tout ce temps-là, Ami et moi, on se rapprochait. On prenait des cafés après le boulot, on parlait des heures. Mais je ne lui ai jamais proposé de sortir. Je repensais toujours aux mensonges de Claire, à mon passé. Ami méritait mieux qu'un type qui avait vécu dans la rue. Puis est venu le soir où tout a changé. On travaillait tard sur une proposition de projet. Juste nous deux au bureau. Tu sais, a dit Ami, pour quelqu'un d'aussi intelligent en affaires, tu es vraiment nul pour certaines choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ça fait 2 ans que j'attends que tu m'invites à sortir. Je suis resté là, bouche bée. J'ai fini par bafouiller, je ne suis pas assez bien pour toi, Ami. Il y a des choses sur moi que tu ignores. Dis toujours, elle a dit. Alors je lui ai tout raconté. Claire, les mensonges, la rue. J'attendais qu'elle ait peur, qu'elle me repousse. Mais elle s'est mise à pleurer. Puis elle s'est mise en colère. Pas contre moi. Contre Claire. Contre mon père. Ces gens sont horribles, elle a dit. Comment ils ont pu faire ça à leur propre fils? Puis elle m'a embrassé. Elle s'est simplement penchée par-dessus le bureau et m'a embrassé. Et voilà, c'est comme ça qu'Ami et moi, on s'est enfin mis ensemble.
Mais la vie aime bien faire ressurgir le passé quand on s'y attend le moins. Ami et moi, on s'est mariés assez vite après avoir commencé à sortir ensemble. Sa famille était incroyable. Ils m'ont vraiment traité comme un fils. On a eu notre premier enfant, un garçon, et on a acheté cette belle maison avec 5 chambres, dans un bon quartier. La vie était parfaite. Puis, il y a environ 3 mois, j'étais au travail et je faisais défiler Facebook. J'ai vu une demande d'ajout. La photo de profil montrait mon père, beaucoup plus vieux que dans mes souvenirs. Je suis resté là, à fixer mon téléphone comme un idiot. Ami a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas dès qu'elle est rentrée à la maison. J'étais assis dans la cuisine, perdu dans mes pensées. Chérie, qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé en posant notre fils pour la sieste. Papa m'a retrouvé sur Facebook, j'ai dit. Il m'a envoyé une demande d'ami. Elle s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. J'ai même pas ouvert son message. Tu veux que je le lise en premier? Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a ouvert le message et s'est mise à lire à voix haute. Mon fils, je sais que ça fait longtemps. Je vieillis maintenant, et je pense beaucoup au passé. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Claire et moi voulons arranger les choses. Élodie s'ennuie de son grand frère. S'il te plaît, laisse-nous une chance de t'expliquer. Avec amour, papa. J'ai éclaté de rire, mais ce n'était pas un rire heureux. Élodie me manque? Elle ne se souvient probablement même pas de moi. Elle avait 8 ans quand tout est arrivé. Ami m'a serré la main. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais je l'ai fait. Je suis peut-être idiot, mais je voulais savoir pourquoi maintenant, après 16 ans. J'ai accepté la demande et j'ai répondu, pourquoi maintenant? Sa réponse est arrivée rapidement. J'ai 58 ans. J'ai eu quelques soucis de santé. Ça m'a fait réfléchir. La vie est trop courte pour les rancunes. Élodie va bientôt se marier. Ce serait important pour nous que tu sois là. On a échangé quelques messages pendant plusieurs semaines. J'ai appris qu'Élodie avait 24 ans maintenant, qu'elle travaillait dans le marketing, fiancée à un avocat. Claire? D'après papa, elle n'a pas changé. Évidemment. Ami n'arrêtait pas de me dire de faire attention. Les gens ne changent pas tant que ça, elle disait. Mais moi, je voulais croire que papa avait changé. Stupide, non? Ils ont demandé à venir nous rendre visite. Ami a dit que c'était à moi de décider, qu'elle me soutiendrait quoi que je choisisse. Alors j'ai dit oui. Grosse erreur. Ils sont arrivés un samedi matin. Papa avait l'air vieux, vraiment vieux. Cheveux gris, il boitait légèrement. Claire, elle, avait exactement la même tête. Toujours ce sourire faux. Élodie avait grandi. Elle ressemblait encore plus à Julien maintenant. Mais personne ne semblait le remarquer. Sauf moi. Les premières minutes étaient gênantes. Personne ne savait quoi dire. Puis Élodie a vu nos photos de famille. C'est ton fils, elle a demandé en regardant les photos de notre petit de 3 ans. Oui, il s'appelle Jake. Je suis tante, a-t-elle murmuré, avant de se mettre à pleurer. Claire s'est précipitée pour la consoler. Toujours la même Claire. Papa a traversé ma maison comme si elle lui appartenait, regardant autour de lui avec ce regard d'approbation à peine caché qu'il ne m'avait jamais donné. Tu as bien réussi, il a dit en hochant la tête. Promoteur immobilier, hein? Je ne l'aurais jamais deviné. J'ai croisé les bras, déjà sur mes gardes. Le père d'Ami m'a donné une chance, j'ai dit, laissant les mots flotter dans l'air. Contrairement à certains. Claire, toujours la reine des faux-semblants, a sauté sur l'occasion avant que le silence ne devienne trop pesant. On a tous fait des erreurs à l'époque, dit-elle d'une voix mielleuse. On est là pour arranger les choses. Ami, qui était restée près de la porte comme si elle attendait une excuse pour s'éclipser, a saisi l'occasion immédiatement. Je vais voir comment va Jake, a-t-elle dit en quittant la pièce, avant de dire quelque chose qu'elle regretterait. Maligne. Élodie, par contre, n'avait pas ce filtre. Elle a déambulé dans le salon, traînant les doigts sur les murs, les meubles, comme si elle essayait de s'approprier l'endroit. Cette maison est incroyable, dit-elle en regardant dans le couloir. 5 chambres, mais vous n'avez qu'un enfant? J'ai forcé un sourire poli. On prévoit peut-être d'agrandir la famille. Et l'une sert de bureau. Mais au fond, ça ne la regardait pas. Papa m'a posé la main sur l'épaule, me guidant vers mon bureau avec son petit numéro 2, parlons entre hommes. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Il s'est affalé dans ma chaise comme s'il en était le propriétaire. Fils,
a-t-il commencé. J'ai quelque chose d'important à te demander. Je suis resté debout. Quoi? Ta sœur va se marier. Elle veut fonder une famille. Il a laissé flotter cette phrase, comme si ça devait me toucher. Il cherche une maison. Mais tout est hors de prix aujourd'hui. Mon estomac s'est retourné. Non. Je voyais déjà où il voulait en venir. Tu as tout cet espace, il a continué en faisant un geste autour de lui, comme s'il essayait de me vendre ma propre maison. 5 chambres pour 3 personnes. Elodie et Steve pourraient vraiment avoir besoin d'un endroit comme celui-ci. Tu gagnes bien ta vie. Tu pourrais facilement acheter autre chose. Je l'ai regardé, attendant la chute. Tu es en train de me demander de donner ma maison à Elodie? Pas donner exactement, il a dit, comme si ça rendait les choses plus acceptables. Peut-être leur vendre à bas prix. Tu gagnes bien ta vie maintenant. J'ai craqué. Dehors. Il a soupiré, exaspéré, comme si c'était moi le problème. Fils, sois raisonnable. C'est ta sœur. La sœur que tu as choisie à ma place, ma voix était plus tranchante que je ne l'aurais voulu, mais je m'en fichais. Celle pour qui tu m'as viré. C'était un malentendu, a-t-il lancé. J'ai éclaté de rire. Un malentendu? Tu m'as foutu dehors à 15 ans. J'ai vécu dans la rue. Il a osé avoir l'air agacé. Comme si je faisais remonter un truc gênant. C'est du passé, il a dit. Elodie a besoin. Elodie a besoin. Ma voix a monté d'un cran. Mes poings se sont serrés. Et moi? J'avais besoin d'un père. D'un père qui me croit. Avant qu'il puisse répondre, Claire a déboulé, l'air faussement inquiète. Tout va bien ici? J'ai éclaté d'un rire sec, sans joie. Oh oui, Claire. Tout est fantastique. Je me suis tourné vers elle, sourire tranchant. Il vient juste de me demander de céder ma maison à ta fille. Tu sais, celle qui n'est même pas la sienne. Un silence glacé a envahi la pièce. Le visage de Claire s'est vidé de sa couleur. Papa est resté figé. Elodie est entrée, l'air perdu. Elle essayait sans doute de comprendre si elle avait bien entendu. Et là, toute la dynamique a changé. Je ne suis pas resté pour voir la suite. J'ai quitté le bureau et je suis allé chercher Amy et Jake. Je les ai trouvés dans le jardin. Jake jouait avec ses camions pendant qu'Amy le regardait. Un seul regard à mon visage et elle a compris. Elle a pris Jake et l'a emmené à l'intérieur, pendant que les autres digéraient encore ce que je venais de dire. Claire a essayé de reprendre le contrôle, en disant à papa que je mentais. Que je faisais juste ça pour leur faire du mal, comme toujours. La méthode Claire, classique. Mais cette fois, papa ne l'a pas cru. Peut-être parce qu'Elodie était là, sous ses yeux, et qu'elle ressemblait exactement à Julien. Ou peut-être qu'il avait des doutes depuis toujours. Il a exigé un test ADN sur le champ. Elodie s'est mise à pleurer. Pas comme sa mère. De vraies larmes. Des larmes de confusion. Elle n'arrêtait pas de demander ce qui se passait, pourquoi tout le monde criait. Claire l'a attrapée et l'a pratiquement traînée hors de notre maison, en disant que je faisais encore des histoires, que j'essayais de ruiner leur vie par jalousie. Papa est resté. Il n'a rien dit pendant un long moment. Il s'est juste assis dans notre salon, à fixer le vide. Puis il m'a demandé comment je savais. Alors je lui ai tout raconté. Le jour où j'avais vu Claire avec Julien dans le parc, quand j'avais 15 ans. À quel point Elodie lui ressemblait. Comment Claire m'avait piégé quand elle avait compris que je pourrais tout raconter. Il ne m'a pas cru au début. Il répétait que je me trompais, que Claire n'aurait jamais pu faire ça. Mais je voyais bien que le doute le rongeait. Tous ces petits détails qui n'avaient jamais eu de sens prenaient soudain forme. Les cheveux brun roux d'Elodie, que ni lui ni Claire n'avaient. Les traits de son visage qui ne ressemblaient à personne dans la famille. L'obsession de Claire à toujours me tenir éloigné d'Elodie. La semaine suivante a été folle. Papa a vraiment fait faire un test ADN. Il est venu directement à mon bureau quand il a eu les résultats. Même pas attendu d'être chez lui. Il est entré, s'est assis et s'est effondré en larmes. Le test montrait qu'il n'était pas le père. 0%. Tout ce qu'il croyait vrai depuis 24 ans venait de s'écrouler. J'aurais dû me sentir satisfait. Peut-être même heureux. C'était la preuve que j'avais toujours dit la vérité. Mais voir mon père pleurer dans mon bureau, ça ne m'a rien apporté. Juste du vide. Cet homme qui m'avait toujours semblé si fort, qui me faisait peur quand j'étais gosse, avait l'air complètement brisé. Il m'a demandé des infos sur Julien.
Où il était, ce qu'il faisait. J'ai dit ce que je savais. Julien traînait parfois dans les coins fréquentés par les sans-abri. Il avait souvent l'air défoncé. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Aucune idée s'il est encore en vie. Papa est sorti de mon bureau l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 10 minutes. Mais il n'était pas abattu. Il était furieux. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Qu'ils allaient gérer leurs problèmes de leur côté. Que ce n'était plus mon affaire. Mais le lendemain, Ami m'a appelé au travail. Il s'avère que papa était rentré chez lui, et avait craqué. Claire, comme d'habitude, a essayé de manipuler la situation. Elle disait que le test était faux, que le labo s'était trompé. Mais pour la première fois, papa ne l'a pas cru. Des décennies de mensonges et de manipulations se sont effondrés d'un coup. Et il a explosé. Il ne s'est pas contenté de crier. Il l'a frappée. Fort. Elle est à l'hôpital. 3 vertèbres fracturées. Les médecins disent qu'elle aura sûrement besoin d'antidouleurs à vie. C'est Élodie qui a appelé la police. Papa a été arrêté sur le champ, dans leur salon. Il risque entre 3 et 5 ans de prison. Il n'a pas de casier, et son âge pourrait jouer en sa faveur. Mais la famille de Claire veut la peine maximale. Et Élodie? Son monde s'est écroulé en une nuit. Le mariage est annulé. Son super fiancé avocat? Il ne voulait pas hériter de ce genre de drame. Maintenant, elle me harcèle de messages. Elle me supplie de l'aider à retrouver son vrai père. Ami ne cesse de me dire de les bloquer tous. De couper les ponts. Elle a sûrement raison. Mais une partie de moi n'y arrive pas. Pas pour Claire. Ni pour papa. Mais pour Élodie. Elle n'a rien demandé de tout ça. Toute sa vie, ce qu'elle croyait vrai, vient de devenir un mensonge. Et aujourd'hui, j'ai appris que Claire est déjà accro aux antidouleurs. Sa famille l'a fait entrer en cure. Élodie vit chez sa tante. Elle refuse même de parler à Claire. Papa risque vraiment la prison. Leur petite famille parfaite n'existe plus. Et le plus étrange, c'est que je ne ressens aucune satisfaction. Je pensais que prouver que j'avais dit la vérité me soulagerait. Que je ressentirais enfin une forme de justice. Mais c'est creux. Comme regarder une maison brûler longtemps après qu'il ne reste plus rien à sauver. À ce moment-là, je me concentrais juste sur ma propre famille. Ami était de nouveau enceinte. Une fille, cette fois. Et toutes ces chambres en trop trouvaient enfin leur utilité. Juste pas comme papa et Claire l'avaient espéré. La vie est pleine d'ironie. Mais après 2 mois, les choses ont encore empiré. Le procès de papa a eu lieu le mois dernier. Je n'y suis pas allé. Mon avocat me l'a déconseillé. Et franchement, je n'avais aucune envie de les revoir. C'est Élodie qui m'a appris qu'il avait pris 3 ans. Ça aurait pu être pire. Le juge a tenu compte de son âge et de son casier vierge. Mais à 58 ans, 3 ans, c'est long. Claire est toujours en cure. Apparemment, elle prenait déjà des antidouleurs bien avant que papa ne la frappe. Sa sœur a confié à Élodie que Claire en prenait depuis des années. Elle cachait bien son jeu. Ça explique ses paranoïas, ses délires. Elle a encore au moins 6 mois de traitement. Élodie? Pas top. Elle est partie chercher Julien toute seule. Elle a fait le tour des foyers, des associations. Elle a fini par retrouver quelqu'un qui le connaissait. Il est mort d'une overdose il y a 2 ans. Derrière une supérette. Élodie s'est effondrée quand elle l'a appris. Depuis, elle m'envoie des messages interminables. Vers 3 heures du matin. Elle dit que toute sa vie n'est qu'un mensonge. Qu'elle ne peut plus se regarder dans un miroir sans voir le visage de Julien. Je suis désolé pour elle. Mais Ami dit que je dois prendre mes distances. Et elle a raison. À chaque fois que je réponds à Élodie, elle s'accroche davantage. Elle me pose toujours plus de questions sur le passé. Le plus fou? Son ex-fiancé m'a contacté. Il voulait savoir si, la folie, était héréditaire. Il s'inquiétait d'avoir des enfants avec elle. Je l'ai envoyé balader. Élodie traverse une période difficile. Mais elle ne mérite pas ce genre de jugement. J'ai appris que Claire disait aux gens que j'avais inventé toute cette histoire avec Julien pour me venger. Même avec le test ADN qui prouve qu'Élodie n'est pas la fille de papa, elle essaie encore de me faire passer pour le méchant. Et certains anciens voisins la croient. Les petites villes adorent les ragots. Heureusement, la grossesse d'Ami se passe bien. On va avoir une fille. Parfois, je regarde mon fils jouer et je pense à Élodie au même âge.
Et je me demande si les choses auraient été différentes si papa avait vu les signes plus tôt. Ou si j'avais parlé à quelqu'un après avoir vu Claire avec Julien. Mais on ne peut pas changer le passé. La maison semble différente maintenant. Comme si toute cette énergie négative de leur visite avait enfin disparu. On transforme la chambre qu'il voulait pour Élodie en chambre de bébé. Ami a tout prévu. Un thème rose et gris. Des petites étoiles au plafond. Je pense encore parfois à Tom. Ce sans-abri qui m'a aidé quand j'ai été jeté dehors. J'aimerais pouvoir lui dire comment tout ça s'est terminé. Lui montrer que j'ai réussi. Comme il m'avait dit que je pourrais. J'espère qu'il va bien, où qu'il soit. Je reçois des messages de la famille de papa. Certains le soutiennent. D'autres sont furieux de ce qu'il a fait à Claire. Aucun d'eux ne s'est soucié de moi pendant toutes ces années. Quand j'étais à la rue. Drôle de concept, la famille. Voilà où j'en suis. Je crois que je n'ai plus grand-chose à dire. La vie continue, vous savez. Mais à tous ceux qui ont suivi cette histoire et m'ont envoyé du soutien, merci. Écrire tout ça m'a aidé bien plus que je ne le pensais. Merci aussi à la personne qui m'a conseillé d'aller en thérapie. Tu avais raison. Élodie m'a envoyé un dernier message hier. Elle part vivre dans un autre état. Elle veut recommencer à zéro. Elle m'a demandé si on pouvait rester en contact. Je lui ai dit, peut-être un jour, mais pas maintenant. J'ai besoin de me concentrer sur ma propre famille pour l'instant. C'est tout, je crois.